En 1980, son premier long métrage, Diva, est couronné de succès et remportera pas moins de 4 Césars. Si le film suivant, La Lune dans le caniveau, est un échec, en 1986, c'est la consécration avec 37,2 le matin et une jeune inconnue qui débute, Béatrice Dalle. Il y avait également Jean-Hugues Anglade. En 1989, souvenez-vous, c'était Roselyne et les Lions. En 93, c'est IP5 avec Yves Montand qui jouera là son dernier rôle. Et il faudra attendre l'an 2000 pour le retrouver avec Mortel Transfert. Le cinéaste Jean-Jacques Benex est mon invité tout au long de cette semaine dans VIP. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous n'avez pas fait beaucoup de films, mais alors tous finalement ont été assez marquants. On vous le reproche d'ailleurs de ne pas faire beaucoup de films. Oui, mais enfin, on ne peut pas donner plus que ce qu'on peut produire. Donc, moi, je ne suis pas un staccanoviste, mais un film, c'est un engagement assez profond. Il faut du temps pour l'élaborer. Ensuite, on l'accompagne. Alors, j'avais un rythme de 3 ans jusqu'à une certaine époque, et puis après, j'ai dérapé. Et alors, de dérapage en dérapage, il y a eu 10 ans entre IP5 et Mortel Transfert. Et puis après Mortel Transfert, je voulais vraiment faire un tout de suite. Et puis il s'est passé quelque chose qui a fait que je n'ai pas fait tout de suite. Donc du coup, je pense que je ferai un film l'année prochaine. Alors, il faut dire aussi que vous avez réalisé des documentaires. Vous Oui. êtes aussi allé dans une autre branche qui prend du temps aussi. Le documentaire, c'est quand même un film en soi. Plusieurs documentaires aussi. Le rapport à l'écriture est le même, justement, entre film, long métrage et documentaire, notamment pour la télévision? Ce qui est intéressant, si vous voulez, pour moi, c'est devenu une marque de fabrique d'une certaine manière. C'est l'éclectisme. C'est d'aller d'un genre à l'autre. Et ça vous permet de prendre de la distance par rapport à votre activité principale. Donc quand vous allez pour un cinéaste, si vous allez par exemple dans la bande dessinée, c'est une manière de regarder aussi l'image. Que vous avez fait récemment. Oui. Si vous allez dans la littérature, c'est aussi vous rapprocher de l'écriture sous une autre forme et pour un autre usage. Le cinéma de fiction, c'est un cinéma qui est encadré par un certain nombre de lois qui sont celles du marché, de plus en plus, du formatage, des attentes du public, ou de l'idée qu'on se fait des attentes du public dans les firmes industrielles qui donnent le là sur la création. Aller vers le documentaire, c'est aller vers le cinéma du réel. Et ça, c'était une découverte pour vous? Oui, ça a été une grande découverte parce que, à force de côtoyer le réel transporté par la télévision, vous finissez par ne plus le voir. À force d'être dans la fiction, vous confondez le monde réel et la fiction. Donc j'avais certainement besoin, tardivement, parce que c'est arrivé en 92, donc après la mort de Montand, qui a dû être certainement un déclic, je suis allé en Roumanie filmer les orphelinats et les enfants abandonnés, et cette institutionnalisation de l'abandon des enfants par un État totalitaire. Intéressant déplacement d'ailleurs de valeurs. L'État devient le père et la mère de l'enfant. Une drôle de conception du monde. D'ailleurs, de ce documentaire sur les orphelinats roumains jusqu'au Loft Paradox, où là, Loft Paradox, c'était un mélange à la fois de fiction et de réalité. Oui, mais ce qui me paraissait intéressant, si vous voulez, c'était que tout de même, il y avait des millions de gens qui regardaient. Qui regardaient Love Story, l'émission de Love Story, oui. d'M6, oui. d'M6, qui était la première du genre. Ils regardaient ça. La société tournait autour de ça, d'une certaine façon, très relative, mais il y avait des unes dans les journaux. Donc c'était un événement, il se passait quelque chose, et j'ai eu envie, en tant qu'homme d'image, j'ai eu envie de m'approcher de ça. Alors à partir de là, ce qui est intéressant, curieux, c'est qu'on m'a mis dans le camp des gens qui défendaient la télé-réalité. Non, je la défends pas plus que la télé, comment dire,
lyophilisé qu'on nous sert dans les grandes messes des journaux télévisés. J'ai le sentiment que les gens, quand ils regardaient ça, avaient l'impression de se regarder. C'était l'effet miroir. Il y avait des longueurs. Là, je vous sens anxieuse parce que si je vais prendre un très long temps, vous avez l'impression que cette émission va manquer de punch. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, on laisse parler les gens ici. Il n'y a pas de souci. Les silences, les longueurs, les lenteurs sont de plus en plus expulsés du langage cinématographique et télévisuel. Je crois qu'ils ont retrouvé ça dans Loft et bien d'autres choses. De toute manière, cette émission était précurseur de choses. La télé-réalité a envahi la télévision. Alors, vous êtes un homme d'image, vous nous l'avez dit, vous êtes un homme de mots. Alors, qu'on fasse une bande dessinée, qu'on fasse un documentaire ou un film, on reste dans l'image et le mot. Mais comment, moi, la question que je me pose, après un bac de philo et 3 ans de médecine, on décide de rentrer dans ce monde d'image et de mots, justement, alors qu'avant, on n'y était quand même pas vraiment? Ça, vous ne pouvez pas le savoir. En réalité, j'y étais, parce que je suis né, j'appartiens à une génération qui est née dans la galaxie Gutenberg. L'écrit, c'est sacré. La première chose que j'ai apprise à ma fille, c'est respecter les livres. Comme chez moi, il y a des livres partout, des piles de livres, des livres rares, mais beaucoup aussi de livres qui recèlent des raretés dans le texte, et qui sont des livres qui n'ont pas de valeur en tant que livre, en reliure. Et j'ai tout de suite appris, tu ne touches pas à ça, tu respectes les livres, tu les caresses, tu tournes les pages, je vais t'apprendre à tourner les pages. Tu vois, ça se tourne comme ça, une page, puis ça se met à plat, etc. Elle n'a jamais, enfin, si elle l'a fait au moins une fois, ce qui était bien, déchirer un livre, c'est fini. Et elle me montre comment on tourne les pages, papa. Tu vois, on tourne comme ça. À 4 ans et demi, elle apprend des choses essentielles. Ça me semble être essentiel, oui. Respecter les livres, oui, c'est essentiel. Avant de faire vos propres films, vous avez été l'assistant de pas mal de gens, notamment de Jean Becker, vous avez travaillé avec Claude Berry aussi. Qu'est-ce que, par exemple, ces 2 personnes-là ont pu vous apprendre, que ce soit sur le métier ou sur le plan humain? Sur le plan, tous les metteurs en scène m'ont appris. Tous ceux avec lesquels j'ai travaillé m'ont appris quelque chose, parce qu'ils étaient des hommes face à un métier qui est difficile. Il y en avait des bons, il y en avait des moins bons. Il y en avait des humainement admirables, d'autres qui l'étaient moins. Jean Becker est un homme très aimable, et c'est un homme de tradition, d'humour. Il avait un père qui était un très grand metteur en scène, et il a eu du mal à se faire un prénom, mais il y est arrivé. Et j'ai eu beaucoup de chance de commencer avec lui, parce que c'était un grand frère, d'une certaine manière, et je lui dois beaucoup, très humain. Je garde aussi un souvenir de René Clément, qui a dû avoir un prix à Cannes en 1946, l'année de ma naissance, c'était la bataille du Rail, si je ne m'abuse. Voilà, chaque metteur en scène m'a appris quelque chose. Et comme j'ai fait 12 années d'assistanat, et que j'ai connu une quinzaine de metteurs en scène, donc ils m'ont tous appris quelque chose. Je leur suis redevable à tous, à des degrés divers. Je vous remercie beaucoup, Jean-Jacques Benex. L'engagement particulier de l'artiste, c'est de descendre aux entrailles des choses et de rendre exactement ce qu'il a découvert. C'est de Roger Vaillant. Depuis 1994, il est activement engagé dans la défense du cinéma et est même devenu président de l'ARP, l'association des auteurs, réalisateurs, producteurs. Il milite activement aussi pour préserver l'Europe de l'hégémonie culturelle hollywoodienne et n'envisage pas son métier d'artiste sans engagement. Parce que Jean-Jacques Benex, un artiste, est forcément engagé, sinon ce n'est pas un artiste. Je ne vois pas comment il peut éviter de s'engager, ne serait-ce que sur le plan de la défense de sa liberté de création. Donc,
Liberté de création veut dire déjà d'avoir analysé qu'est-ce que c'est que la liberté, la relativité de la liberté dans la création, dans le geste artistique. Liberté par rapport au sujet et au thème que vous allez aborder. Liberté par rapport au fait que la marchandisation, l'industrialisation, le modèle industriel a peu à peu envahi la conscience même des artistes, des spectateurs qui sont devenus plus que des amateurs, des consommateurs, les nouvelles technologies qui désincarnent les œuvres pour en faire à la fois des objets transactionnels et tout simplement des objets de transaction. L'art a une valeur, mais il a surtout une cote. Donc, ça amène l'artiste à se poser les questions de la valeur de ce qu'il fait, de son engagement par rapport à son œuvre. Vous savez, c'est comme les toreros, on utilise ce terme, pardon pour ceux qui n'aiment pas la tauromachie, mais c'est la symbolique qu'il faut voir. Il y en a qui vont aux cornes et d'autres pas. Bon, pour moi, un artiste doit aller aux cornes. Un artiste avec un grand A, alors? Oui. Bien sûr, mais je ne peux pas concevoir autrement. Ça ne veut pas dire que je ne me prends pas nécessairement pour un grand artiste. Je voudrais être un grand artiste. Et ça veut dire qu'il faut arriver jusqu'à un certain stade de don de soi par rapport à son œuvre. J'ai vécu enfant avec des récits de guerre, de courage, et aussi des récits d'artistes. Et il y en avait un particulièrement dont on me parlait toujours, c'était Bernard Palissy, l'inventeur des émaux, hein, ces pièces qu'il fallait faire cuire à une certaine température, et ça craquait tout le temps. Et ce malheureux était possédé par la passion de réussir à prouver que on pouvait fabriquer ça. Il brûlait ses meubles. Vous voyez. Alors c'est souvent brûler ses vaisseaux, brûler ses meubles. Donc pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui peut aller jusqu'à brûler ses meubles. Alors après, il y a aussi les thématiques. De quoi vous allez parler? On parle du monde, on parle de la beauté, de l'homme, de la création, de la vie. Donc je crois qu'on est au service plus du bien que du mal. Vous en avez pensé quoi de la citation du début? L'engagement particulier de l'artiste, c'est de descendre aux entrailles des choses et de rendre exactement ce qu'on a découvert. C'est comme ça que vous le vivez, vous, ou pas vraiment? C'est très Roger Vaillant. Non, mais j'aime beaucoup Roger Vaillant. C'est un auteur un peu dans le purgatoire en ce moment. Il se fait que j'ai voulu adapter certains de ses livres. C'était un homme très généreux. Il avait un engagement politique, il était communiste. Et c'était quelque part un engagement de générosité pour l'autre, très altruiste. Alors c'est assez intéressant cette citation parce qu'elle se rapproche d'une autre citation de Renoir que je ne vous garantis pas exacte. Mais le cinéma ne consiste pas à raconter des choses de plus en plus faramineuses ou extravagantes, mais de creuser toujours plus profond la nature humaine. Vous voyez, on retrouve la même chose. Et puis cette autre phrase qui dit écrire, c'est bondir hors du rang des assassins. Ah, c'est très joli ça. Hein? C'est du Renoir aussi? Non, je ne sais pas de qui c'est. Ah. Et ce serait qui le cinéaste engagé pour vous, par excellence? Alors, par cinéaste engagé, il faut faire attention parce qu'on va retrouver une terminologie. Le cinéaste engagé, c'était souvent un intellectuel de gauche, etc. Ah oui. C'est vrai. Mais plus largement, je dirais que c'est le cinéaste engagé dans la maîtrise de la matière. Alors, là, c'est un peu le démiurge, c'est Kubrick. Voilà. C'est un autre engagement, c'est-à-dire c'est celui qui ne fait aucune concession dans sa pratique artistique. C'est un perfectionniste, c'est quelqu'un qui va au bout des choses, qui cherche d'aller très très profondément dans à la fois les concepts qu'il développe
et dans la forme. C'est un modèle. Fond, ah oui, c'est un modèle, oui. Oui, absolument. C'est un immense personnage pour moi. Et c'est aussi un rebelle. Kubrick est américain et il va aller vivre en Angleterre et il emmerde Hollywood. Et rien que pour ça, déjà, pour moi, il a droit à une médaille. Parce que il a été dîner avec le diable et il a réussi avec sa grande fourchette à le tenir à distance, ou sa grande cuillère. Et ses films, il aborde tous les genres. La thématique de sa puissance, la puissance de sa thématique est remarquable. Ces films restent. Chacun de ces films est visionnaire, dit quelque chose de son temps et projette son temps vers un futur. Sentier de la gloire, il parle de la guerre, il parle comment la guerre peut rendre stupide l'homme. Il recommence 20 ans après ou 25 ans après avec Full Metal Jacket et il montre comment on déprogramme un être humain pour en faire un soldat. On apprend, il faut des années pour faire un homme. Mais j'entends pas quelqu'un qui mange et qui tient debout et qui peut faire du vélo. Un être humain. Il faut le déprogrammer. C'est absurde. Docteur Folamour, encore autre chose. Barry Lyndon, une reconstitution parfaite d'un siècle passé, un legs à tous les jeunes cinéastes, à tous ceux qui veulent faire des films. Le cinéma, c'est ça. C'est aussi l'ascension, en même temps, l'ascension d'un petit arriviste dans une époque où les classes sociales sont des barrières. Donc il y a un engagement politique derrière ça aussi. Je peux continuer. Alors, on va devoir s'arrêter malheureusement, et dans la prochaine conversation, c'est d'une femme cette fois-ci qu'on va parler, une femme à laquelle vous avez voulu rendre hommage. Merci Jean-Jacques Benex. Moins connue en France qu'Hélène Boucher ou Maryse Bastier, Amélia Earhart est pourtant l'une des plus grandes figures de l'aviation féminine. C'est un simple appel téléphonique qui fit basculer son existence d'aviatrice vers la célébrité. À l'autre bout du fil, son interlocuteur, le capitaine Riley, lui posait cette simple question: cela vous dirait-il d'être la première femme à traverser l'Atlantique en avion? Finalement, elle ne sera que passagère sur ce vol, mais elle est devenue célèbre et réitérera l'exploit seule cette fois-ci en 1932. Jean-Jacques Benex, c'est à cette aviatrice qu'on ne connaît pas en France ni en Europe que vous avez voulu rendre hommage. Elle disparaîtra en tentant un tour du monde, comme Mermoz, comme Syntex, elle disparaîtra en s'abîmant en mer. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette femme-là? C'est les hasards et les nécessités du métier de réalisateur. Ayant fait 2 films qui ont fait des succès aux États-Unis, je suis sur une liste de metteurs en scène potentiels. Donc régulièrement, on m'appelle, ou jusqu'à une certaine époque, on m'a beaucoup appelé. Et il y a 2 ans, on m'a appelé pour réaliser un film sur Amélia Earhart. Que vous ne connaissiez pas. Je ne connaissais pas, je dois le dire. Alors que je connais très bien les héroïnes françaises et tous les héros de l'aviation. J'ai été immédiatement séduit par cette histoire. J'ai très vite expulsé le film qu'il me proposait de faire, qui était une connerie sur ce qu'était devenu Amélia Earhart quand elle a disparu en 37, en juin 37. Oui, parce qu'il y a une grosse polémique, on dit qu'elle n'est pas morte. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs hypothèses. Qu'elle a été enlevée par les Japonais, voilà. etc. Beaucoup de conneries, surtout beaucoup d'argent pour ceux qui publiaient les livres. Non, elle est tombée en panne de carburant en essayant de se poser sur une tête d'épingle au milieu d'un océan immense. Et ce que j'ai trouvé très joli, si vous voulez, c'est ça, et c'est cette idée-là que j'ai vendue au studio, c'était, je dis, vous êtes, aujourd'hui, l'Amérique est vraiment un pays qui est en mal d'image. Vous êtes en train vous avez élu un président qui vous a saboté des années et des années de diplomatie. L'image de l'Amérique est très entachée. Et là, vous avez une héroïne qui
qui est le meilleur de l'Amérique. Par ailleurs, c'est une femme libre, c'est une femme engagée, c'est une féministe, mais elle dit dans des conférences, je n'irai pas, je ne rentrerai pas chez vous à coups de hache. Non, elle va faire plus qu'elle ne va dire. Et comme vous le faites remarquer très justement, elle est le fruit d'un casting. On a choisi quelqu'un pour représenter l'Amérique dans un vol qui s'appelait l'amitié anglo-américaine. Elle était d'une bonne famille, elle était catholique et elle savait parler et elle avait son brevet de pilote. Alors on lui a demandé d'être le sac de pommes de terre qu'on allait trimballer avec un pilote ivrogne, sachant que cette femme avait eu un père ivrogne, mais qu'elle aimait profondément. Elle est donc partie dans ce vol. Au début, elle croyait qu'elle allait piloter d'ailleurs. Elle a dit oui, croyant qu'elle piloterait. Absolument. Elle découvre qu'elle est passagère et ça l'a tellement énervée qu'elle va réitérer l'exploit. C'était mal la connaître. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est que, si vous voulez, le système a fait un casting. On a pris un sac de pommes de terre, mais un joli sac de pommes de terre. Le sac de pommes de terre, du sac de pommes de terre, est sorti la fée Clochette. Et elle a été droit vers le ciel dans son avion métallique en aluminium. Et elle est partie, elle n'est jamais revenue sur Terre. Et je trouve que c'était très beau comme symbole, parce que c'est aussi une femme qui va être probablement le dernier être humain à survoler le monde du 19e siècle, l'Europe d'avant la guerre, d'avant la dernière guerre. Au moment où Amelia Earhart s'envole pour son dernier vol, dont elle ne va jamais revenir, les premiers timbres à l'effigie d'Adolf Hitler sortent des imprimeries. Un mois après sa disparition, le Japon envahit la Mandchourie. Elle va survoler une Afrique qui est encore une Afrique coloniale. La fin d'un monde, en fait. C'est la fin d'un monde. Et en même temps, elle est une des plus belles images de la féminité, mais d'une féminité tranquille, d'une féminité obstinée, douce et en même temps instruite. Alors malheureusement, le film ne s'est pas fait. Oui, ça, parce que j'ai claqué la porte. Ouais, non, parce que j'ai claqué la porte parce que j'étais avec des gens qui n'étaient pas loyaux. Je parle de la loyauté d'Hollywood. La loyauté n'existe pas à Hollywood. Et c'est là où on retrouve l'engagement. Amelia Earhart était une femme engagée. Je suis un metteur en scène engagé dans mon art. Donc, dès lors que je suis avec des gens qui ne respectent pas mon travail, je m'en vais. Si j'avais la possibilité de les exploser, je les exploserais, je vous rassure. Mais le plus gêné s'en va. Je suis donc parti et ça m'a fait perdre 2 ans de ma vie. En même temps, ça m'a permis de rencontrer ce personnage et j'ai envie d'écrire une histoire sur elle. Pour pas que cette rencontre soit complètement oui, manquée. Parce que j'avais beaucoup travaillé, j'avais surtout résolu cette quadrature du cercle qui était de raconter cette histoire pour en faire un film grand public dans un studio, tout en respectant profondément l'âme de cette aviatrice. Et quelque part, ça transcende ma frustration. Donc je n'ai pas d'amertume, j'ai juste un peu de regret de ne pas leur avoir fait ce film. Il les aurait étonnés, tant pis pour eux. Alors vous avez parlé de la loyauté, c'est une valeur qui vous est chère et on va justement développer sur la loyauté dans la prochaine conversation. Merci Jean-Jacques Benex. Si vous regardez dans le dictionnaire de l'Académie française au mot loyauté, vous verrez qu'il n'y a que 2 lignes pour définir cette valeur, 2 toutes petites lignes, comme si ce très beau mot était déjà tellement plein, tellement rond, tellement parfait, que les hommes en vert n'ont pas jugé bon d'en rajouter. Et que disent ces 2 petites lignes? Elles disent loyauté, respect de la vérité, fidélité à la parole donnée, aux engagements pris, droiture, honnêteté. 2 petites lignes, Jean-Jacques Benex, pour une valeur qui vous paraît essentielle à vous? Non seulement essentiel à moi, mais essentiel à ceux qui m'ont élevé.
et essentiel probablement à beaucoup d'hommes qui ont amené l'humanité plutôt vers ce qu'elle a pu être ou ce qu'elle pourrait être de meilleur. Il y a des liens entre eux. On a parlé de l'engagement déjà dans cette émission, entre engagement et loyauté, il y a des liens forts quand même. Bah, c'est clair. Vous le voyez par rapport à l'artiste, vous le voyez par rapport à l'œuvre. Alors, vous le voyez par rapport, comment dire, à la résistance face à tout système qui nous imposerait d'aliéner notre liberté. Alors, c'est très large, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre une définition qui fasse 40 pages, parce qu'on pourrait, mais la loyauté, c'est la fidélité aux engagements. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un engagement? C'est quand même le fruit d'une réflexion, d'un choix, et d'un rapport avec quelqu'un, une personne, une institution, des principes, des valeurs. Donc, c'est extrêmement large. Donc, ce n'est pas la peine de raconter beaucoup de choses autour de ça. La définition se suffit à elle-même. Alors, pour illustrer cette belle valeur qu'est la loyauté, vous avez choisi un texte qu'on connaît tous, enfin j'espère. Je vais vous laisser nous présenter le texte. Faites-le vous-même. Oui, c'est né en 1943, dans la banlieue de Londres, chanté par, créé par Anna Marley. Qu'on oublie souvent de citer d'ailleurs. Hein. Oui, on va citer Joseph Kessel, on va citer Druon, ouais. Et on va rarement citer Anna Marley, c'est bien de le faire. Mais c'est la femme, toujours. Voilà. Il faut toujours une femme quelque part. Oui. Et ce beau texte, ça s'appelle Le chant des partisans. Voilà, qui est ce chant. Moi, il a bercé mon enfance parce que mon grand-père a été soldat et il a fait les deux guerres. Et c'était un homme juste et bon. Et j'ai dû hériter un petit peu quelque chose de lui. Et chez mes grands-parents maternels, j'entendais chanter ce grand type qui était, je pensais, habillé en noir, mais à l'époque c'était en noir et blanc. En fait, il était en brun. J'ai appris plus tard, et qui était Yves Montand. Et c'était donc le chant des partisans. Voilà. Et cet hymne, c'est celui de la fraternité, du courage, de la loyauté, du combat pour les libertés. Je vais pas tout vous lire parce que le texte est assez long, mais choisissez-nous quelques lignes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau. Et je voudrais aller à cette phrase, la misère et la... Alors, c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous, vois-tu, nous, on marche et nous, on tue, nous, on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Quand il passe, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil. Sur les routes, chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. C'est admirable. C'est admirable, c'est intemporel et c'est incessible. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui sont partagés entre le besoin d'avoir de la sécurité, qui découvrent que le monde, notre situation d'humain, elle est précaire.
Et la tendance serait, dans cette société du marchandisage, de s'assurer la pérennité de nos acquis et de notre confort. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont payé le prix du sang pour qu'on en soit là. Et comme la liberté de s'exprimer, les artistes. Je veux dire, aujourd'hui, on peut encore s'exprimer, on ne va pas en prison. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui, on va dire ma génération, manque un peu de risques, prend pas assez de risques à vos yeux? Pas tout à fait ça. Qu'elles comprennent que rien n'est donné, rien n'est gratuit, rien n'est acquis. Notre situation même sur cette terre est précaire, la vie est précaire, la vie est fragile. Et là où il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais il n'y a pas de vie sans combat. Voilà. Alors, il y en a qui ont dû donner la leur pour que nous ayons la nôtre. Et c'est quelque chose que je n'oublie pas. Et je ne suis pas, comment dire, je ne veux pas en faire plus. C'est juste regarder ça, prenez conscience de ça. Et relisons peut-être plus souvent, ou réentendons le chant des partisans. Et ces exemples. Et les exemples auxquels il nous ramène. Oui. Ben, merci de l'avoir mis à l'honneur et de l'avoir rappelé aussi aux jeunes générations. Merci beaucoup Jean-Jacques Benex. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire, a dit le cinéaste français Claude Miller. Sans doute les cinéastes gardent-ils en eux une part d'enfance plus importante que la majorité des gens, une part d'enfance qui les nourrit, qui nourrit leur imaginaire et leur permettent ainsi de créer du rêve pour eux et pour nous. Vous confirmez ou pas, Jean-Jacques Benex? Oui, je dirais que c'est la part dans chaque être humain. Plus développé chez les cinéastes que... Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. J'ai l'impression que c'est une idée reçue. Mais ça a beaucoup d'importance, certainement, parce que, oui, il y a quelque chose de ludique dans la création. Il y a aussi l'idée que les gens se font du cinéma. Elle est très, très loin de la réalité. En fait... non, le cinéma, c'est de l'endurance, c'est de la constance, c'est, je veux dire, du sang et des larmes, mais du travail, de la suétude. Et en même temps, certainement, un goût d'enfance. On joue au train électrique. Le petit Jean-Jacques Benex, il rêvait déjà de faire du cinéma? Assez tôt, oui. Oui, assez tôt. Assez tôt, oui, mais disons que le cinéma a d'abord été, si vous voulez, un lieu de rêve, un lieu magique. Les salles obscures étaient des cavernes avec un écran et sur cet écran il y avait des choses lumineuses, tentatrices, merveilleuses, émouvantes. Et j'ai gardé ce souvenir du merveilleux. Vous avez grandi dans quel contexte familial et vous aviez quel caractère, vous, petit garçon? C'était famille nombreuse. Nous avions une carte. Donc nous montrions la carte. Vous étiez l'aîné de 4 enfants. Voilà. Dans l'autobus, famille nombreuse. Au cinéma, famille nombreuse. Résultat, ça a développé chez moi un sens aigu de l'individualisme. Parce que mon père avait cette conception très naïve, très égalitariste. Vous êtes tous pareils. Mais le problème, c'est que à 3 ou 4 ans d'âge de différence, dans le maturissement d'un être humain, vous n'êtes pas du tout identique. Ils faisaient quoi comme métier, vos parents? Mon père était assureur. C'est un homme de droit. Il était juriste. Donc très rigoureux, très positiviste, au sens que le progrès allait faire évoluer l'humanité dans un bon sens. Mon grand-père, lui, il était dans la droite ligne du sillon. Hein, donc c'était un engagement social-démocrate très à gauche, mais chrétien. Donc, il ne pouvait pas être communiste. Donc il était
ce qu'on est le plus proche possible des communismes, mais ça Avec une limite. s'arrêtait à l'entrée de l'église. Je vous ai demandé d'apporter un objet. Vous avez décidé de nous amener un objet de votre enfance Oui. que je n'ai pas eu le droit de voir avant. Il me tarde de savoir ce que c'est. Alors, je vais faire un peu durer le plaisir. Je dirais qu'il C'est peut horrible. il peut être de la saison, qui peut être aussi du spectacle, qu'on peut s'y accrocher, et que quoi qu'il arrive, si vous le suivez, il vous amènera de l'autre côté de la rive. Ah, je suis complètement perdue. Alors, Je suis le clou complètement du perdue. spectacle, Oui. le clou de la saison, s'arracher à un clou, traverser dans les clous, Oui. Qu'est-ce que c'est? un clou. Ces clous qui, Alors là, j'aurais pas pu deviner. ces Oui. clous qui étaient avec ici une pièce qui les rivait au sol, dans le pavé Mhm. de Paris. Ces milliers, ces millions de clous qui nous ont fait traverser dans les passages. Maintenant, on dit passage pour piétons. Non, on traversait dans les clous. Alors, ces clous, ils ont été enlevés il y a quelques années. Personne ne s'est soucié Non. de leur destin. On a dû les fondre. Et donc, vous Et en moi, avez j'en ai- récupéré un. Et ça représente quoi pour vous? Traverser dans les clous. Un Paris qui n'existe plus. Un Mhm. objet que nous avons tous foulé aux pieds à un moment ou à un autre, sur lequel la roue de ma moto, parce que je fais de la moto depuis toujours, est passée. C'était des trucs à casse-gueule terrible. Voilà. Alors c'est un extraordinaire presse-papier. Vous Ah, très bien. voyez? Très J'ai bien. failli vous apporter une grenade. Non. Non, parce que c'était un objet que mon grand-père avait pris sur un soldat allemand. Et je préfère les clous. Moi aussi. En définitive. Mais ça- Une grenade désamorcée. C'est un joli symbole. Voilà. C'est un joli symbole. Vous avez une petite fille, on l'a déjà dit, elle a 4 ans et demi, elle a un prénom quand même très symbolique, Ouais. un prénom qui signifie liberté, elle s'appelle Frida. Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre, vous, comme valeur que vous avez pu recevoir de votre propre famille? Le respect des autres, le respect de ses engagements, mais aussi l'habileté, la capacité à se mouvoir, à anticiper, et se mouvoir aussi bien dans l'espace que dans l'espace intellectuel. Mhm. Une certaine aisance. Une aisance et se sentir bien dans son esprit, dans son corps, et être une femme libre. Et dernière question pour terminer, si vous pouviez le rencontrer au coin de la rue, là, le petit Jean-Jacques Benex, en sortant du studio de KTO, vous auriez envie de lui dire quoi? Petit gamin de C'est 7-8 passé ans, bien vite. c'est très nostalgique. C'est passé bien vite. Vous lui donneriez pas un petit conseil? Non, il ne le suivrait pas, tel que je le connais. Merci pour cette évocation de votre enfance, Jean-Jacques Benex. La prochaine conversation concernera la religion et vos rapports à Dieu. Tout un programme. Merci. Petite histoire de l'athéisme. Le philosophe allemand Feuerbach a été le premier à bâtir un système de pensée athée se voulant totalement cohérent. L'idée de Dieu n'est que la projection dans un monde idéal des valeurs de bonté, de vérité, de justice que l'homme recherche sans cesse et qu'il ne trouve pas dans sa vie. Et pour supporter son existence malheureuse, il s'est aliéné devant un Dieu sorti de son cerveau. Alors ensuite, Marx, Nietzsche et Freud, les maîtres du soupçon, lui ont emboîté le pas. Il est apparu dans l'opinion publique un athéisme pratique. Il s'agit de l'attitude de personnes vivant sans aucune référence consciente à Dieu. Vous m'avez dit, Jean-Jacques Benex, être athée. Est-ce que ça veut dire que vous vivez sans aucune référence consciente à Dieu? Impossible. Impossible. Parce que vous avez quand même eu une éducation catholique. Je suis baptisé, j'ai eu une éducation catholique. Je vais établir un parallèle qui va peut-être vous choquer un peu. J'ai l'impression que il s'est passé avec la religion ce qui s'est passé avec les mathématiques. Ah, C'est-à-dire que les mathématiques, il n'y a pas de limite. Mhm. Dieu non plus. Mhm. Malheureusement, ça passe par le pouvoir temporel et par ceux qui sont chargés de l'enseignement.
et qu'à cet égard, l'enseignement a été pour moi trop lourd. Je reproche à l'Église, c'est pas Dieu, d'une certaine manière, de m'avoir inoculé le sens de la culpabilité de ne m'en avoir jamais guéri. Alors, j'ai abandonné Dieu, à moins que ce soit lui qui m'ait abandonné, mais ça serait prétentieux. Donc disons que je l'ai abandonné, je n'y crois pas. Mais tout de même, il en reste quelque chose, à savoir que c'est le pari pascalien. Je ne le fais pas, moi, ou pas de la même manière. Dieu, si Dieu existe, somme toute, ça serait stupide de passer à côté. Donc, on a tout à gagner à croire en Dieu, d'après le pari de Pascal. À gagner à croire à Dieu. Alors moi, je me dis, si Dieu existe, d'après ce qu'on m'a dit, il est en chaque homme. Alors je crois dans l'homme. Et si je crois dans l'homme, je vais rencontrer Dieu. Alors vous voyez, les principes, les fondements de cet enseignement sont très forts. Vous croyez en l'existence d'une âme? Non. Non. Non, je pense que nous sommes le fruit d'un fantastique hasard de l'évolution. Ça n'est pas pour autant qu'il y a des choses troublantes. Comme un mystère. On ne peut pas prouver que Dieu existe, mais on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Donc vous gardez la porte ouverte? Je ne la ferme pas. Comment vous envisagez la mort dans ce contexte-là? Justement, c'est difficile d'être athée. C'est très difficile d'être athée. J'ai été élevé par des grands-parents, en particulier du côté de ma mère, qui étaient profondément religieux et qui avaient une profonde foi. Et c'était une foi joyeuse. Ça m'a forcément touché. Je me souviens d'eux, je me souviens de leur joie et d'une certaine manière, de leur sérénité. Alors, mon grand-père était un homme qui se battait. Hein. Ma grand-mère était douce et aimante, tendre, profondément révoltée par l'injustice. C'est une femme qui était très aimante pour l'humanité, mais quand elle entendait parler d'injustice, je sentais la colère en elle. Mais cette manière d'appréhender Dieu avec joie, ça n'a pas contrebalancé l'enseignement un peu rigoureux que vous avez subi? Non, ça n'a pas suffi. Non. Mais je vous répète, si Dieu existe, il est en chaque homme, et donc je crois en l'homme. C'était déjà beau de croire en l'homme, et de se dire qu'il y a des valeurs dans l'homme. Dans la fraternité, dans l'entraide. Je ne supporte pas, par exemple, l'arrogance des puissants ou des riches ou des gens qui sont arrivés vers les gens plus humbles ou plus pauvres. Ça me révolte profondément. Mais en perdant la foi, vous avez perdu l'espérance? Parce que vous n'avez pas complètement répondu à ma question sur la mort, quand même. J'ai peut-être perdu l'espérance, oui. Oui. J'envie ceux qui ont la foi, mais c'est peut-être un fardeau à porter. Je suis touché par le message christique. Il y a eu cette polémique autour du film de Mel Gibson, La Passion du Christ. La Passion du Christ. Je n'ai pas du tout vu ce que d'aucuns ont vu et se sont profondément révoltés contre ce film, etc. Non, j'ai vu la passion d'un homme qui dit je me sacrifie pour vos péchés. Un homme qui va au bout de son engagement, et ça doit vous plaire. Ah oui, bah oui. Alors, vous voyez, je suis un athée très voisin. Ma grand-mère me disait, quel dommage, tu ne sais pas ce que tu perds. Et je suis lucide. Et
Je n'ai pas baptisé ma fille. C'est un choix, vous voyez, ça va très loin. Mais je lui parle de Dieu et je lui parle des religions. Elle va choisir. Vous voyez? Parce que je laisse la porte ouverte. C'est elle qui choisira. Et je lui expliquerai aussi mon choix. Je regarde les étoiles et l'univers et le destin des hommes, la fragilité de la vie et ses mystères. La porte reste ouverte, c'est le principal. Merci beaucoup Jean-Jacques Benex. C'est déjà l'heure de la dernière conversation avec l'invité de la semaine de VIP, Jean-Jacques Benex. Vous allez tenter de répondre à des petites questions qui partent un peu dans tous les sens. Et puis, s'il y a une question qui vous dérange, vous le dites. Hein. C'est une conversation, on a le droit de ne pas être d'accord. Jean-Jacques Benex, quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? La luxure. Sans commentaire? Sans commentaire. Est-ce que vous avez une devise dans la vie? J'étais tenté par cette phrase du général de Gaulle, tout est vain, tout est inutile. Mais je pense qu'elle a dû être pensée à un moment peut-être de désarroi et d'abandon. Ça va bien chez un lutteur. Il y en a une autre qui me plaît beaucoup. Pour nous, les artistes, l'essentiel n'est ni l'éclat ni la gloire, mais d'apprendre à endurer. Et ça, c'est Tchekhov. Et Tchekhov est un génie. Donc, je vais choisir celle-là. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? C'était deux jeunes Roumains qui sortaient de la chape de fer du totalitarisme de Ceausescu et qui venaient de voir 37-2 le matin et qui me remerciaient de ce film. Ils étaient l'image du couple et de la beauté et de l'amour. Ils s'aimaient, ça se voyait. Ils étaient beaux à regarder. Et j'étais bouleversé par le fait qu'ils me remerciaient. J'étais très... je ne savais pas trop quoi faire de ce remerciement. Et j'ai compris qu'il fallait rester humble et modeste parce que ce n'était pas moi qui remerciais d'une certaine manière, ou je n'étais que le passeur d'un autre message. C'est que le totalitarisme empêche même l'amour. Effectivement, c'est un compliment magnifique. Compliment qui vient de la rue, en plus. Oui, et qui s'adresse au sujet du film, hein, plus qu'à... Oui. Quel échec vous a fait avancer le plus? Difficile à dire ça, parce que j'en ai connu tellement, mais probablement le fait de ne pas avoir pu faire ce film de vampire et qui m'a amené à repousser toujours l'idée de faire ce film et d'avoir gardé quand même la volonté de le faire, y compris de passer à la transposition et d'en faire une bande dessinée, d'en faire l'affaire du siècle, et d'arriver à une forme de, comment dire, de gratification dans un autre domaine que le vôtre, comme celui de la bande dessinée et du dessin. Et donc de ramener une compétence que j'ai, même si elle n'est pas totalement développée aujourd'hui, parce que je fais de la peinture aussi, et donc de me ramener vers le dessin et vers la réflexion du dessin. De même que pour Amelia Earhart, vous n'avez pas pu faire un film, vous en ferez un livre. Probablement. D'accord. C'est une question. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré? Je me souviens d'une chose qui m'a bouleversé. C'était le sacrifice de Jan Palach. Et l'homme devant les chars sur la place Tiananmen. Ça me bouleverse.
Mais il y a certainement des choses récentes. Mais la distance, il faut qu'elle, pour canoniser des souvenirs, il faut mieux prendre son temps. Tout à fait. Y a-t-il une rumeur vous concernant à laquelle vous souhaiteriez tordre le cou? C'est cette invention pervers et phénoménale de ce rapport de mon cinéma et l'esthétique publicitaire. C'est totalement stupide. J'ai mis en abîme la publicité. Donc, c'est le fou, il montre quelque chose et on regarde le doigt. On regarde le doigt. Voilà. C'est regarder les choses. Non, la publicité a envahi notre monde, elle est devenue décor. Et donc, comme tout cinéaste, j'ai filmé mon temps. Pas Yves, oui. Mais... Votre temps. Vous avez fait de la publicité pour une peinture, il me semble, Voilà, une marque de peinture. Oui, c'est assez amusant d'ailleurs. Il m'a permis de découvrir un dompteur et ce dompteur a fait que j'ai fait un film. Voilà, c'est les rencontres et ce qui en découle. Comment aimeriez-vous mourir si on vous laissait le choix? Je voudrais mourir avec ma fille à côté de moi et qu'elle me tienne la main. Et vous voudriez qu'il reste quoi de votre œuvre, de votre nom? Que j'étais un homme honnête et travailleur. Cette émission se termine, Jean-Jacques Benex. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour les années qui arrivent? De continuer à travailler et... Là, vous n'avez pas envie de retraite, là, pour l'instant? Si j'envisageais la retraite, ça serait de devenir le tuteur de ma fille, de me consacrer à elle, de lui apprendre le plus possible de choses que je sais, mais ce ne serait pas raisonnable. Donc je vais continuer à travailler et souhaitez-moi un peu de sérénité. Ben, je vous en souhaite plein, pas un peu, plein de sérénité. C'est tout. Merci d'être venu nous rendre visite toute cette semaine dans VIP. C'est moi. Et bonne continuation. Au revoir.